Vos montres, vos téléphones, on a tous l'heure à portée de main, n'est-ce pas? On vit dans un monde chronométré, rythmé par les minutes et les secondes. On court après le temps, on le planifie, on le découpe et, parfois, on a l'impression qu'il nous échappe. Mais imaginez maintenant un monde sans ces objets qui nous permettent d'avoir l'heure. Pas de réveil qui sonne, pas de minuteur pour faire cuire un œuf, pas de train qui part à heure fixe. Plus de stress, plus de liberté, ou au contraire une immense incertitude. Il y a 300 ans, ce monde était la réalité. Et pourtant, c'est à cette époque que notre obsession pour l'heure a commencé à émerger. Je me suis plongée dans les archives du XVIIIe siècle pour comprendre comment nos ancêtres géraient leur temps sans tous ces outils. Mais le temps est un objet difficile à saisir. Peu de documents parlent des horloges, par exemple, ou de la manière dont on s'en servait. Je me suis donc intéressée à une situation en particulier où, comme aujourd'hui, on peut observer les usages concrets du temps. Le voyage, les transports, les échanges. J'ai ainsi découvert comment les horaires, ces outils qui nous semblent si banals, ont joué un rôle majeur dans la construction de notre perception du temps. Je vais vous expliquer comment, à cette époque, une culture de l'horaire a émergé, portée par une volonté d'aller plus vite, d'économiser le temps. Mais je vais aussi vous montrer que cette culture n'a jamais complètement effacé les autres façons de vivre le temps. Alors, prêt à remonter le temps ? On pense souvent que pendant des siècles, le temps n'était pas une donnée absolue, qu'il était seulement une expérience vécue, un cycle naturel. Ce n'est pas le cas. Bien sûr, on s'est toujours repéré dans le temps avec le jour et la nuit, les saisons, mais dès l'Antiquité, on utilise aussi des instruments pour mesurer objectivement le temps. On observe par exemple son écoulement via le mouvement de l'eau avec des clepsydres. On retrouve le même principe avec le sable et les sabliers au Moyen Âge. On les utilise pour mesurer le temps de travail dans les mines, les chantiers ou les ports. On imagine aussi une multitude d'autres objets pour essayer de se situer dans le temps. Des bougies graduées sont par exemple créées dans lesquelles on peut planter un petit grelot. On le met à la hauteur correspondant à la durée que l'on souhaite. Une fois la bougie consumée jusqu'à ce niveau, le grelot tombe et il émet ainsi un signal sonore qui peut par exemple servir de réveil. Mais avec ces instruments, on ne peut mesurer que des durées. Pour se repérer dans la temporalité d'une journée, on utilise aussi, bien sûr, très tôt, le mouvement du soleil, dont l'ombre projetée sur un bâton permet de connaître l'heure solaire. On transforme plus tard ce principe en cadran solaire fixe et même portable. Mais on ne peut alors lire l'heure que quand il fait jour et qu'il y a du soleil. Ce tour d'horizon, loin d'être exhaustif, nous montre que pour donner rendez-vous à quelqu'un, on ne pouvait pas lui fixer une heure à laquelle se retrouver. On avait rendez-vous au lever du soleil ou à la fin de la messe, et on savait qu'il faudrait attendre et donc perdre du temps. L'heure telle qu'on la connaît, ce repère de notre quotidien, celle qui est mesurée mécaniquement, qui a une durée artificielle, apparaît au XIIIe siècle. C'est la naissance des horloges mécaniques. D'abord sur les clochers, puis sur les bâtiments publics. Leurs cloches battent la cadence, imposent un rythme à la ville. On peut entendre les cloches depuis chez soi, mais au sein du foyer, on n'a pas l'heure. Comment alors savoir quand ces pâtes sont cuites ? Les livres de recettes de l'époque nous donnent la réponse. Les durées sont indiquées en nombre de prières. La cuisson des raviolis, par exemple, est parfaite après la récitation de 2 paternosters. Au XIVe siècle, des progrès horlogers permettent de créer les premières horloges de chambre. On peut désormais avoir l'heure chez soi, en toutes circonstances. Mais ces objets sont chers et ne franchissent le seuil que des foyers les plus riches. Puis, au XVIe siècle, les montres font leur apparition. Grâce à la miniaturisation des pièces d'horlogerie, on peut désormais avoir le temps partout sur soi. Il faut tout de même attendre un demi-siècle encore pour que ces montres soient vraiment fiables. Au XVIIIe siècle, elles se répandent de plus en plus. On les retrouve aussi bien dans les poches des marchands que des prêtres, des conducteurs de diligence et, bien sûr, des voleurs. Le temps mesuré mécaniquement devient alors un repère que tout le monde peut utiliser. Les autres moyens de mesurer le temps, plus naturels, plus sensoriels, disparaissent-ils pour autant ? Non, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on a une montre qu'on ne se repère pas dans le temps grâce à la position du soleil, grâce au son des cloches, grâce à des événements marquants.
On le voit notamment dans les archives judiciaires. Des historiens et des historiennes ont pu étudier la manière dont les témoins situent un événement dans le temps. Mais ce qu'on a du mal à saisir, ce sont les circonstances dans lesquelles on préfère utiliser le temps mesuré mécaniquement, la manière dont on le lit, dont on s'en sert. Les mobilités sont l'un des domaines qui nous donnent des réponses à ce sujet. Imaginez un monde où vous ne savez pas quand votre moyen de transport va partir. C'était le quotidien des voyageurs au début du XVIIIe siècle. Je parle d'une période où les voyages prennent du temps. Le train n'existe pas encore. On met 6 jours pour aller de Paris à Lyon. On sait en 1720 que les diligences de Paris à Dijon partent les lundis et mercredis en été, les lundis et jeudis en hiver, mais à quelle heure? Mystère. Progressivement, les choses changent. Les horaires se précisent, d'abord matin ou après-midi, puis une heure approximative. Ils se multiplient aussi. Tous les déplacements sont peu à peu encadrés par des horaires. Pourquoi cette évolution? Parce que la vitesse devient un enjeu crucial. En effet, un certain nombre d'acteurs, dont l'État, sont en recherche de rapidité. Il s'agit surtout de faire circuler plus rapidement les lettres qui contiennent de précieuses informations économiques, militaires ou encore politiques. Le désir de vitesse s'étend parfois aussi au déplacement de personnes. On est à une période où le temps prend un sens nouveau. Outre une conception philosophique, morale et religieuse du temps qu'il ne faut pas gaspiller, qu'il faut mettre à profit, une valeur économique y est désormais aussi associée. En clair, le temps, c'est de l'argent. Et il faut l'économiser, le rentabiliser, le contrôler. Dans le cadre des transports, c'est l'administration postale qui va accélérer la cadence. C'est elle qui est en charge des transports les plus rapides de lettres et de petits colis. C'est aussi la première forme de transport public, puisque plusieurs personnes voyagent dans ces voitures, qui sont les seules à pouvoir aller au galop sur les routes. Pour assurer des trajets parfois longs, elle met en place un système de relayage. Les chevaux sont régulièrement changés. Un réseau fin de correspondance maille ainsi le territoire pour desservir toute la France, même si le nord du pays est mieux pourvu que le sud. Mais comment aller plus vite alors qu'on se déplace encore à cheval? L'accélération se heurte à des limites techniques. Les chevaux, malgré ce système de relayage et un début de sélection pour qu'ils soient plus robustes et rapides, ne peuvent aller plus vite que le galop. Les voitures, même si elles sont plus légères, ne vont pas si vite. Bref, les ingénieurs n'y arrivent pas. Il y a également des limites économiques. Beaucoup de routes sont encore en terre battue car il est onéreux d'y mettre un autre revêtement. Leur entretien pose aussi problème. En effet, l'État français n'a pas les moyens humains et financiers d'entretenir les routes au XVIIIe siècle. Théoriquement, ce sont donc les riverains qui doivent s'en charger. C'est ce qu'on appelle la corvée. Et comme son nom l'indique, les riverains en question ne sont pas toujours très motivés. Et pour cause, ils doivent travailler gratuitement un certain nombre de jours par an pour entretenir des routes et des chemins dont ils n'ont le plus souvent aucun usage. Autant dire que l'état des chemins est globalement mauvais, et il devient très mauvais dans les périodes de troubles lorsque les agents de l'État relâchent leur surveillance. C'est particulièrement le cas pendant la Révolution française. Les routes deviennent également presque impraticables lorsqu'il pleut trop et qu'elles se transforment en champs de boue. Bref, routes et chemins sont pavés d'obstacles. L'administration postale trouve alors une réponse pour accélérer les transports: organiser le temps. Il s'agit de coordonner toutes les personnes impliquées dans les transports, tous les agents, tous les voyageurs, pour que chacun soit au même endroit, au même moment. On limite ainsi toute perte de temps aux différentes étapes du transport, notamment lors du relayage ou des correspondances. Les horaires deviennent des outils d'organisation qui permettent une réelle accélération des échanges, puisque sur certaines routes, le trajet s'effectue 2 fois plus rapidement à la fin du XVIIIe siècle qu'au début, sans aucune innovation technique majeure. Ainsi, en 1765, on met 16 jours pour aller de Toulouse à Paris, on n'en met plus que 8 en 1780. L'administration postale, en cherchant à accélérer les communications, est donc l'un des principaux acteurs de la culture de l'horaire. Mais à mesure que les horaires se répandent, une nouvelle peur apparaît, celle d'être en retard. Les horaires imposent un rythme, une discipline, une cadence. Pour que les voitures arrivent toujours plus vite à destination, il faut qu'ils soient respectés scrupuleusement. Par conséquent, le retard devient un problème. La ponctualité n'est bien sûr pas une notion nouvelle dans la société. Elle est même antérieure au dispositif de mesure mécanique de l'heure.
mais elle revêt, dans le cadre des transports au XVIIIe siècle, une nouvelle dimension. Elle n'est plus seulement un impératif religieux et moral, mais elle répond à des exigences techniques et organisationnelles. Dans cette perspective, le retard est une défaillance empêchant la vitesse et, à ce titre, il devient intolérable pour l'administration postale. Elle cherche donc à les éviter. Pour cela, elle identifie d'abord les causes des retards. Souvent, elle considère, à tort ou à raison, qu'ils sont de la faute de ses agents qui accompagnent ou conduisent les voitures. Il faut dire que les sources nous parlent d'employés de la Poste qui s'arrêtent à l'auberge pour boire un coup et qui finissent ivres dans le fossé, soit parce qu'ils ont eu un accident, soit parce qu'ils se sont endormis. L'autre problème des conducteurs alcoolisés est qu'ils se font plus facilement voler les lettres et les colis qu'ils sont censés surveiller. L'administration postale met alors en place des formulaires qui doivent être remplis aux différentes étapes du trajet pour identifier où a eu lieu le problème. Elle prévoit également des sanctions pour les coupables qui sont parfois jugés un peu rapidement. Ainsi, en janvier 1742, un dénommé Pavier est condamné à 6 semaines de prison pour avoir délivré les lettres qu'il transportait avec un peu plus de 24 heures de retard. Mais un mois plus tard, l'administration se rend compte que le retard n'était pas de sa faute. Il est libéré et gratifié d'une indemnité. Dans la deuxième moitié du siècle, ce sont plus souvent des amendes qui sont infligées aux agents retardataires. Elles sont proportionnelles par rapport à la durée du retard, montrant une certaine rationalisation dans la gestion de ce problème. Et elles ont l'avantage d'être craintes tout en évitant de se priver d'agents le temps de leur incarcération. Pour ne pas être punis, les agents postaux vont vite, trop vite. Ils refusent de freiner dans les descentes pour ne pas perdre de temps, ce qui cause des accidents. Ils sont agressifs avec les autres usagers de la route, qui doivent normalement leur céder le passage et qui peuvent recevoir un coup de fouet s'ils n'obtempèrent pas assez vite. Cette peur du retard, cette obligation de respecter des horaires, l'utilisation des montres et des horloges pour se conformer aux heures de départ des voitures, montrent qu'il y a une intériorisation des contraintes temporelles. Et cette discipline du temps s'étend progressivement à toute la société. On n'est plus seulement à l'heure pour se déplacer, des horaires s'imposent pour toutes les activités. Les journées de travail se structurent, les bureaux de poste ne sont ouverts qu'à certains horaires, les spectacles au théâtre commencent à une heure précise. Mais cette culture de l'horaire ne touche pas tout le monde de la même manière. Il y a un monde à plusieurs vitesses. Celles et ceux qui peuvent se permettre de voyager vite et celles et ceux qui doivent se contenter d'un rythme plus lent. Lorsqu'on parle des transports au XVIIIe siècle, il faut en effet relativiser la part de la population que cela concerne. Si la plupart des personnes se déplacent souvent et parfois sur de très longues distances, la plupart des trajets se font à pied, libres de toute contrainte horaire. Certains choisissent aussi volontairement de se déplacer plus lentement, que ce soit à pied ou avec des chevaux avançant au pas. L'inconfort des voitures est l'une des bonnes raisons de choisir de prendre son temps. Il est tel que certaines avorteuses conseillaient aux femmes de l'aristocratie souhaitant mettre fin à leur grossesse de faire des tours de carrosse. Mais on observe aussi déjà une peur de l'accélération, des accidents qu'elle peut provoquer, des soucis de santé qu'elle peut causer. Des thèmes qui sont repris avec l'arrivée du train au XIXe siècle et que l'on entend parfois encore aujourd'hui concernant l'accélération de la société, du rythme de vie. L'histoire des mobilités au XVIIIe siècle nous montre que le temps, loin d'être une donnée objective, est une construction sociale et culturelle complexe et en perpétuelle évolution. Il n'a jamais été une simple mesure, mais un cadre que nous façonnons et qui, en retour, nous façonne. Peu à peu, une forme d'intériorisation du temps mesuré mécaniquement s'impose. De plus en plus de personnes possèdent des montres, de plus en plus de personnes sont soumises à des horaires, que ce soit pour voyager, pour travailler, pour assister à une pièce de théâtre. Et avec cette omniprésence des horaires, naît une nouvelle règle sociale. Être à l'heure devient un impératif. Le temps n'est pas neutre. C'est une forme de contrainte, un outil de pouvoir. Il organise, il discipline, il accélère. S'il est formidable pour être plus efficace, il nous force aussi à l'être. Et si nous ne savions pas combien de temps nous prenons pour accomplir une tâche, serions-nous moins performants ou simplement plus libres ? Aujourd'hui, nous avons l'heure partout, sur nos écrans, nos téléphones, nos poignets. Nous courons après elle, nous la remplissons jusqu'à la dernière seconde. Nous mesurons tout, nous optimisons tout. La prochaine fois que vous regarderez votre montre,
pensez à nos ancêtres qui n'en avaient pas et demandez-vous, est-ce moi qui maîtrise mon temps ou est-ce le temps qui me maîtrise? Merci de votre attention.